Alors, du risque subi à la culture de sécurité. Nous avons souhaité, durant cette journée, évoquer une question évidemment transversale au métier de la sécurité civile, qui est cette question de la culture de sécurité civile. Pour parler de ce sujet, évidemment, il nous paraissait incontournable de faire appel aux acteurs qui sont concernés par cette question de la culture de sécurité civile, de sa promotion dans l'espace public et auprès de la société civile. Donc, participeront à cette table ronde le colonel Éric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Madame le préfet, Michèle Merly, présidente du Conseil national de protection civile, Patrice Dalem, directeur de l'urgence et du secourisme à la Croix-Rouge, Dr Christian Vax, président de la Fédération nationale de protection civile. Nous rejoindra également à 14h30 Xavier Bertrand, député de l'Aisne, et j'ai le plaisir évidemment d'accueillir Madame Catherine Trindlay, sénatrice du Haut-Rhin, vice-présidente de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Alors, pour démarrer cette table ronde, je vais m'adresser naturellement et presque automatiquement au colonel Éric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, pour lui poser une question simple, enfin, en tout cas au premier abord. Est-ce que les sapeurs-pompiers doivent faire de la prévention ? Alors, à question simple, réponse simple, oui. Donc oui, bien sûr, parce que publiquement, lors du dernier congrès national en Avignon, j'ai pris une position forte en rappelant que si les Français appréciaient les sapeurs-pompiers pour leur capacité à intervenir dans l'urgence et à répondre à nombre de besoins, il y avait aujourd'hui un autre enjeu qui était alors de manière symbolique de rendre aux Français cette confiance en leur apportant quelque chose, mais bien au-delà, il est clair, c'était de s'investir dans des missions pour diminuer la fréquence, diminuer la gravité de nombre d'accidents. Alors, les pompiers de France y vont avec force, avec détermination. C'est pas facile. C'est pas facile parce que, bien sûr, aujourd'hui, on a l'impression que chaque fois qu'on dit à un groupe constitué, qu'on va bouleverser un peu les habitudes, pour les mettre dans un nouveau chantier, forcément, la contrainte des moyens, la contrainte financière fait son apparition. Moi, je reste persuadé que nous avons des images à faire tomber. J'en cite volontiers une dans mes fonctions professionnelles. Lorsque je sors de mon état-major, il y a la caserne du chef-lieu de préfecture qui est à côté. Personne n'est choqué dans mon effectif de voir entre 8h et 10h la quinzaine de sapeurs-pompiers de garde avec 5 véhicules à la piscine municipale pour s'entraîner, faire du sport et à nager. Bon. Les gens sont dans le bassin, les véhicules sont dehors, puis ils partent en intervention du bassin, depuis le bassin. Lorsque je dis à cette même troupe, l'un d'entre vous va abandonner la garde pour aller dans une école primaire pour passer un message de prévention, ça y est, on sort déjà les pancartes. On ne peut pas, c'est scandaleux, la population, vous vous rendez compte, on doit la protéger. Donc, je crois que nous avons des images, nous-mêmes, dans notre communauté des sapeurs-pompiers à faire tomber. Ce ne sera pas facile, hein, parce que il y a des sacrées habitudes. J'en vois devant moi qui sourient parce qu'ils ont des partenaires sociaux un petit peu plus compliqués que d'autres. Mais c'est exact que, oui, nous avons un rôle à jouer. Et nous avons un rôle à jouer, on l'a vu avec les détecteurs de fumée, hein, la campagne de prévention. Bien équipée et surtout bien préparée, je suis en sécurité parce que les médias ont beaucoup insisté sur l'obligation légale d'installation. Nous, sapeurs-pompiers, on insiste beaucoup maintenant sur les gestes à faire quand ça sonne. Ça a été passé à l'as, bien sûr, par les médias. Et l'enjeu aujourd'hui, on estime que les hommes du feu ont cette capacité à donner des bons messages. Au-delà, et pour conclure, message de prévention, on va y revenir parce que nous sommes tous autour de cette table convaincus qu'il faut qu'on agisse dans le domaine des accidents de la vie courante. Donc je laisserai peut-être d'autres en parler parce que je ne veux pas mobiliser la parole. Et puis,
au-delà de la prévention, c'est-à-dire éviter l'accident, il y a aussi la nécessité d'en limiter les conséquences. Et là également, mais ça a été dit ce matin, je le répète encore, on y reviendra, l'éducation aux gestes qui sauvent, quelle qu'en soit la formation préventive au comportement qui sauve, etc. Mais l'éducation de toutes et tous, le ministre l'a rappelé dans son discours, est essentielle. Donc prévention, éviter l'accident, et en cas de survenue, en limiter les conséquences. Oui, les sapeurs-pompiers de France ont vocation à agir et avec force. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, avant de passer la parole au monde associatif, comment vous, en tant qu'élu, vous percevez cette nécessité d'informer, voire de former la population, soit parfois au premier geste qui sauve ou aux bonnes réactions? Quels enjeux percevez-vous autour de cette question-là? Merci de cette question. Permettez-moi préalablement de vous féliciter d'avoir organisé cette table ronde, cette journée consacrée à la sécurité civile. Et je trouve que c'est déjà un premier pas vers une véritable information, puisqu'il faudra médiatiser ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce que vous avez fait aujourd'hui et que vous allez encore faire cette journée, médiatiser au maximum ces travaux. Alors je vous remercie de cette question. La parlementaire que je suis, je m'occupe plus particulièrement du budget pour avis de la sécurité civile au Sénat. Cela m'a permis, si vous voulez, de faire un petit peu un tour de table et de voir de façon transversale ce que c'est véritablement la sécurité civile. Même si au départ c'est une mission régalienne, c'est l'État qui est garant de la sécurité civile au niveau national, pour moi, de façon à peine caricaturale, si je puis me permettre, je considère la sécurité civile comme une sorte de chaîne. Une chaîne avec plusieurs maillons, et chaque maillon doit être aussi fort que l'autre. Le premier maillon, c'est évidemment tous les moyens qui sont mis en œuvre par l'État. Cœur du dispositif, bien évidemment, les 275 000 sapeurs-pompiers. Et enfin, la sécurité civile ne peut pas se limiter à cela. D'autres maillons, et je ne dis pas que cela gravite autour de ce cœur du dispositif, ce sont des maillons, c'est-à-dire à la fois le monde associatif, mais aussi les citoyens. Pour moi, le citoyen est un élément indispensable dans le dispositif. Alors bien évidemment, nous avons nos sapeurs-pompiers professionnels qui constituent à peu près 79% de l'effectif des sapeurs-pompiers au niveau national. Ceci est déjà basé sur ils sont déjà basés, leur démarche sur le... Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, professionnel, c'est pas possible, ce serait trop cher. C'est le budget. C'était pas prévu, hein. Je précise. Ah non, donc, les volontaires, parce que j'allais effectivement continuer sur le fait que leur démarche est basée sur le volontariat, le bénévolat, etc. Et sur cette base-là, il y a donc la chaîne complémentaire, je dis bien, du monde associatif, hein, tout ce qui est protection civile, Croix-Rouge, etc. Ensuite, le maillon au-dessous, la commune. Bien, les élus, nous aurions la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs qui seraient très efficaces. Ils sont mis en place dans les régions ou dans les communes malheureusement frappées par des risques majeurs. Et je pense tout particulièrement au dispositif du plan communal de sauvegarde. Ce plan communal de sauvegarde, qui est clairement décliné dans un document, mais qui mériterait sans doute d'être un petit peu simplifié pour être transmis sous sorte de mode d'emploi à tous les élus de France, à tous les maires de France, permet d'associer les concitoyens au premier chef quant à la déclinaison des risques dans la commune, à la mise en œuvre des capacités des uns et des autres d'intervenir en cas de survenance d'un tel risque, à la fois donc des citoyens de tout âge, mais également les entreprises, tous les partenaires qu'on peut trouver dans une commune, petite ou grande. Cela n'a aucune importance, le dispositif peut être mis en place et complété, ou alors je dirais même valorisé par la réserve communale. Malheureusement, nous faisons le point régulièrement avec le directeur général de la sécurité civile, que je salue tout particulièrement, sur le fait que
la mayonnaise n'a pas pris, si je puis m'exprimer ainsi. Peut-être à cause d'une difficulté, et c'est bien dommage, j'ai envie d'exprimer comme ça, c'est bien dommage parce que là où ça a été mis en place, les concitoyens, les citoyens ont pleinement conscience de l'enjeu de leur présence en matière de sécurité civile, de prévention des risques, gestion des risques, etc. Secours à personne aussi. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de difficultés aussi. Moi, je pense que rien n'est meilleur que la prévention et la sensibilisation dès le plus jeune âge. Je voudrais prendre comme exemple, et on a pour habitude de prendre comme exemple le Canada. Dès la maternelle, avec des outils pédagogiques totalement adaptés, à la fin de la maternelle, à raison de 1 heure par année scolaire, on sensibilise un petit peu l'enfant à l'alerte. Comment aller alerter une autre personne adulte lorsqu'il se trouve face à une situation de secours à personne, mais avec les mots de l'enfant, avec une pédagogie adaptée. Ensuite, il y a la même chose qui est prévue au niveau primaire, collège, enfin, tout le cursus scolaire au Canada est basé là-dessus avec une montée en puissance de ces cours. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de formation continue dès le plus jeune âge. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un dispositif en France qu'on oublie. Faute d'être mis en place, sans doute parce que les enseignants n'ont ni le temps, peut-être pas non plus les moyens, c'est que la loi de 2005 sur l'école a mis en place un principe qui s'appelle le principe de l'éducation à la responsabilité. Et je crois que là se porte tout l'enjeu. Chaque citoyen doit se sentir responsable lorsqu'il est dans une situation où il peut porter secours à une personne. Mais il ne peut le faire, il ne peut assumer sa responsabilité que s'il est formé, que s'il a les moyens de le faire. Et donc nous avons en France, effectivement, dans la loi de 2001, un référentiel qui devrait permettre à nos enfants, dès la fin de la maternelle, jusqu'à la fin du cycle primaire, de pouvoir avoir des gestes réflexes par rapport, ou apprendre à avoir des gestes réflexes par rapport à des situations de difficultés, de crise, etc. Au collège, alors là, c'est la loi de 2004 sur la modernisation de la sécurité civile. Eh bien, depuis 2004, il est imposé dans tous les collèges une éducation à la sécurité civile avec un enjeu majeur qui est celui de bénéficier à la fin de cette formation d'un petit examen qui est du niveau du PSC1, c'est ça ? PSC1, oui, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, pour la mise en œuvre de cette formation, et il faut quand même ne pas oublier que ces formations, on les dispense par des professeurs qui, eux, sont assujettis à une formation de 50 heures quand même. Donc c'est très sérieux. Donc le temps de former tous ces enseignants, nous sommes malheureusement aujourd'hui qu'à 30% d'élèves du collège qui sont formés à cette discipline. Donc il y a une montée en puissance en France qui fait que petit à petit on s'approprie en tant que citoyen cette problématique. Mais pour moi, donc, le dispositif est indispensable et chaque citoyen doit se l'approprier. Mais on doit lui donner les moyens. Merci Madame le Sénateur. Docteur Wax, quelle est la position de la Fédération nationale de la protection civile sur cette question de la culture de sécurité civile? Est-ce que vous en faites un axe majeur de vos actions? Comme dirait le colonel Faure, à réponse simple, oui. Bien, je voudrais vous dire que je m'exprime évidemment au nom des bénévoles de la protection civile, des nombreux bénévoles de la protection civile, et dire ma gratitude au ministre des propos qu'il a tenus à l'égard des associations agréées de sécurité civile, qui sont pour nous propos qui sont un encouragement. Et évidemment, il nous appartient maintenant d'être à la hauteur de ces propos-là. C'est-à-dire qu'il nous faut nous impliquer très fort dans la démarche de prévention, de formation, et évidemment sur le dispositif prévisionnel de secours ou sur les crises. La loi de 2004 prévoit, c'est une tarte à la crème que de le dire, mais il faut le dire sans cesse, que le citoyen est acteur de sa propre sécurité. Et à ce titre-là, j'ai appris ce matin qu'il était donc acteur de sa propre liberté. Et je crois que ça donne encore plus de force aux propos.
Donc il m'apparaît nécessaire, il nous apparaît nécessaire qu'il faut partir de l'enfant, et puis à partir de l'enfant, il faut construire le citoyen. C'est ce que nous appelons, ce que beaucoup appellent comme nous, le parcours citoyen. Cette démarche doit se faire évidemment au sein de la famille. Ça s'appelle l'éducation. On parle de prévention des risques primaires. Je pense qu'un enfant qui comprend qu'il ne doit pas jouer avec des allumettes comprend aussi à quoi ça sert le détecteur de fumée. C'est aussi ainsi apprendre à l'enfant le respect de l'autre, ce qu'on appelle aujourd'hui l'altérité. C'est chez l'enfant, c'est dans la famille. Ensuite, chez l'enfant, c'est aussi à l'école. À l'école, c'est l'enseignement, vous en avez parlé, Madame la sénatrice. Il s'agit pas seulement d'apprendre les gestes de secourisme, parce que ça, c'est évidemment un objectif fondamental, mais il s'agit aussi d'apprendre qu'on vit en société et que les personnes sont interdépendantes les unes des autres. On y apprend aussi, on devrait y apprendre que la vie est dangereuse, qu'il y a des dangers, il y a la rue, il y a des prédateurs, il y a des risques climatiques, il y a des risques technologiques, il y a des accidents possibles. Et c'est pour cela que nous sommes extrêmement favorables à faire en sorte que les accidents domestiques soient grande cause nationale l'année prochaine. Et puis, nous devons apprendre aussi aux enfants, leur faire prendre conscience de ce qu'est la mondialisation. La mondialisation, c'est le monde réel, c'est pas le monde des Game Boy et autres consoles. Au-delà de l'éveil à l'école, il y a effectivement donc la formation. Et la formation, elle est double. Il y a d'une part le secourisme, c'est ce qu'on appelle la sécurité civile, et puis il y a l'éducation civique, c'est ce qu'on a appelé ce matin la sécurité publique. Et évidemment, pour répondre plus précisément à la question, la protection civile souhaite s'engager dans cette démarche-là, au moins à sa place, c'est-à-dire au niveau du secourisme et notamment de la formation PSC1. Et évidemment, on sait bien que cette formation, pourtant rendue obligatoire par la loi, ne pénètre encore pas, il s'en faut de beaucoup, tous les collèges. Nous pensons qu'il faut que la protection civile, mais aussi évidemment les autres associations agréées, imprègnent d'autres organismes de formation, d'autres organismes d'insertion, et nous pensons que nous devons aussi imprégner le milieu professionnel, c'est évidemment le SST. Tout ça doit aboutir, pas seulement à une formation qui serait un petit peu stérile, mais doit aboutir à l'engagement de l'enfant devenu citoyen. Le citoyen doit être motivé à s'engager, d'abord évidemment pour le service des autres, mais aussi pour éventuellement un engagement politique au sens propre du terme. Et les élus savent bien combien il est difficile de mobiliser les plus jeunes dans nos conseils municipaux. Je pense que c'est véritablement d'une démarche globale qu'il s'agit, pas seulement d'une démarche de formation spécifique au secourisme, mais véritablement d'une démarche qui reconnaît l'autre de façon fraternelle, je dirais, et qui impose que nous prenions soin, c'est le sens très particulier du secourisme, prendre soin de l'autre, que nous prenions soin les uns des autres. Alors tout cela, bien sûr, implique des lois, implique des démarches politiques, et notamment, évidemment, là aussi un peu une tarte à la crème, mais il faut y venir, de l'interministérialité entre les différents ministères concernés, l'intérieur, la santé, le travail, l'éducation nationale, le ministère de la famille. Tout ça est un travail long, à la fois de persuasion, puis aussi, Madame la sénatrice, je pense un travail législatif important. Merci, docteur Vax. Patrice Lallem. On connaît la Croix-Rouge, on pense connaître la Croix-Rouge à travers ses différentes actions, médiatisées ou non, probablement un certain nombre d'actions qui le sont moins. Quelle est la position aujourd'hui de la Croix-Rouge sur cette question de la culture de sécurité civile, de la prévention dans l'espace public ? Quelle est la position effectivement de la Croix-Rouge et quelles sont les actions éventuellement qui sont menées ou les réflexions en cours au sein de votre association ? Merci de m'accueillir dans ce cénacle. D'abord, ne pas paraphraser mes camarades, essayer d'expliquer notre démarche depuis une dizaine d'années maintenant.
Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la littérature qui est consacrée à l'ensemble des gestes, de la prévention, de la préparation aux catastrophes, etc., quand on va surfer sur Google ou autres moteurs de recherche, on s'aperçoit que cette littérature, elle est pléthore. Le problème n'est pas sur la quantité de littérature, elle est sur un point focal que nous recherchons à toucher depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est le point G de la culture de sécurité civile, c'est-à-dire à quel moment la personne prend-elle conscience qu'elle est vulnérable. À quel moment cette personne, par quel moyen, quel est le petit truc que nous allons trouver pour effectivement faire en sorte que cette personne comprenne qu'elle est vulnérable. On voit à quel point la vie humaine est fragile. On voit à quel point, par les accidents quotidiens, notamment les accidents de la vie courante, dont on a parlé, 20 000 morts par an, dans une indifférence quasi totale, parce que ces morts sont cachées. On n'est pas sur une statistique comme sur la route, où on additionne les morts, on dit tiens, la route tue tant de personnes. Là, tout ça est diffus. C'est perdu dans le maelstrom des hôpitaux. On est souvent sur des accidents un petit peu honteux, donc personne ne s'en vante. Ah oui, je suis tombé de l'échelle, c'est pas glorieux, je m'en vante pas. Mais il y a des morts, il y a des blessés, il y a 5 millions de visites à l'hôpital consécutives à des accidents de la vie courante, et il y a 20 000 morts. Donc aujourd'hui, c'est cette prise de conscience, comment fait-on pour toucher le citoyen? Alors effectivement, l'éducation au sein de la famille et ce parcours de vie qui va de l'enfance jusqu'à un âge avancé, et comment à un moment donné faire en sorte de croiser des lieux, des moments, des états. J'entends des moments, c'est-à-dire j'ai 8 ans, j'ai 6 ans, j'ai une capacité d'entendement qui me permet d'entendre tel message, j'en ai 8, j'en ai 10, j'en ai 12, et ensuite je passe au collège, au lycée, et j'arrive à la JDC, je rentre à l'université, je rentre dans la vie active, et là, tout au long de mon parcours, je peux avoir des occasions de me former, de m'informer, de m'améliorer dans ma connaissance des risques de mon bassin de vie. Derrière, en même temps, j'ai des lieux propices. J'ai l'école, j'ai effectivement l'entreprise. Je vais avoir les moments où je fais du sport, je suis dans un cercle sportif, je suis à la maison, et on est dans un cercle qui, tous les jours, m'amène de mon domicile, sur un parcours, sur mon lieu de travail, sur les loisirs, donc dans des lieux qui reçoivent du public probablement. Ensuite, je peux faire du sport, et à chaque fois, il y a des occasions d'avoir des accidents. Et il y a des occasions également de mieux comprendre l'environnement dans lequel on vit et essayer de se protéger et d'être prêt. Alors, et en fin de compte, il y a un état. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas la chance d'être en bonne santé, et donc il faut pouvoir toucher les gens qui sont handicapés, toutes sortes de handicaps, des gens qui sont à mobilité réduite. Et c'est pas pour ça que l'état dans lequel on se trouve doit nous empêcher de pouvoir nous former. Encore faut-il le rendre accessible et communiquer sur ces possibilités. J'ai beaucoup aimé une phrase du ministre tout à l'heure qui, dans la prévention, nous a dit il faut se préparer à être surpris. Eh bien, je pense qu'il a parfaitement résumé la situation. Il faut que nos concitoyens, face à une situation soudaine, qui va forcément les surprendre, soient déjà un peu préparés à l'attitude qu'ils peuvent avoir à faire pour réduire les conséquences de la catastrophe à laquelle ils sont confrontés. Et cette catastrophe, elle est d'ordre individuel, elle peut se passer à la maison. Un enfant a avalé un petit objet, il va s'étouffer. Je connais les gestes qui sauvent, je vais lui sauver la vie. Je ne les connais pas, il va mourir. Et là, on passe dans la catastrophe. D'un côté, on bascule brutalement de l'incident à l'accident dont on ne se remettra jamais. Et je crois que c'est la même chose sur la catastrophe. C'est qu'à un moment donné, on peut subir une inondation majeure, on peut bien la recevoir et être prêt, ou bien ne pas être prêt, paniquer, en mourir ou perdre des proches. Donc effectivement, se préparer en communauté, avoir un plan familial de sauvegarde, me paraît indispensable pour faire face aux catastrophes d'ordre individuel ou collectif. Madame la sénatrice, vous souhaitiez réagir sur un aspect?
Oui, sur l'aspect législatif, j'ai envie de dire le mieux peut-être comment on dit déjà, l'ennemi du bien, absolument. Pour rebondir à ce qui vient d'être dit, je crois que peut-être en France, on ne réagit pas suffisamment pour se former à toutes ces difficultés, parce qu'on a une chance extraordinaire. Je fais beaucoup d'auditions à l'international et on se rend compte que finalement le système français est un système un peu idéal, dans la mesure où nous avons un maillage très très important des services de secours. Nous faisons le 18, c'est très très rapidement, nous avons quelqu'un qui répond, nous avons très très rapidement les sapeurs-pompiers qui réagissent. Peut-être cela vient également de cela, parce que nous avons ce maillage et cette réactivité. Mais d'un autre côté, je me dis qu'à partir du moment où le législateur a déjà tout mis en place, pardonnez-moi peut-être, ce n'est pas votre avis, mais nous avons déjà énormément légiféré sur tout ce qu'il est possible de faire. Je crois qu'aujourd'hui, et vous m'avez posé la question tout à l'heure, ce sont les élus locaux qui doivent s'approprier tous les outils qui existent déjà dans les différents textes de loi et qui doivent les mettre en œuvre de façon concrète. C'est ça qui va effectivement mobiliser les personnes. Je prends comme exemple tout simple, dans mon village, lorsque j'ai mis en place avec la protection civile des formations pour utiliser le défibrillateur, je me suis d'abord adressée au monde associatif local, et maintenant on monte en puissance les citoyens, etc. Cette initiative était locale, donc au plus proche de la population, identifiée comme quelque chose d'important, et donc c'est là que finalement chaque concitoyen commence à réagir et à bouger. Donc l'initiative locale, pour moi, est bien plus importante pour cette sensibiliser, pour cette montée en puissance du citoyen, acteur dans la sécurité civile et acteur tout court dans tout ce qui peut être secours. Merci Madame la sénatrice. J'accueille avec grand plaisir Monsieur Xavier Bertrand qui nous rejoint. Merci Monsieur le député de votre présence. Je me tourne vers Madame Merly, présidente du CNPC. Madame la sénatrice vient d'évoquer la nécessité pour les élus locaux de se saisir de cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit, et là j'interpellerai également les associations qui sont présentes à ma gauche, de communication et d'action collaborative sur ces aspects-là? Et le CNPC n'est-il pas justement ce lieu de promotion d'une parole unique du monde associatif? Alors tout d'abord, moi je voudrais faire observer que beaucoup de lois ont parlé de la sécurité civile, on dit que c'est l'affaire de tous depuis 2004, mais on a attendu 2015 pour faire les premières rencontres parlementaires, c'est-à-dire l'ouverture d'un dialogue ouvert à l'ensemble de la société civile avec tous les partenaires de la sécurité civile. Donc je crois qu'il est très important quand même de le remarquer et de dire que peut-être est-on au début du commencement d'une prise de conscience ces mois-ci. Je n'en veux que pour preuve qu'il y a eu, il y a quelques mois, Secours Expo, qui a été une grande réussite, qui était la première fois qu'on rassemblait le monde de la sécurité civile. Il y a une expérience, Monsieur Bertrand vient d'arriver, donc il a lui-même une expérience très intéressante qui se met en place actuellement. On a également des choses qui vont se mettre en place dans le courant de l'année, et on commence à voir un début de coopération entre les partenaires. Nous avons connu en 2014, sous l'égide du CNPC, qui est, je le rappelle très vite, le CNPC, c'est une association reconnue d'utilité publique où se retrouvent de façon tout à fait libre et naturelle l'ensemble des protagonistes de la sécurité civile. Les pompiers, civils et militaires, puisque sont au vice-président d'ailleurs Éric Faure et le général commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On y retrouve toutes les grandes associations généralistes nationales de sécurité civile, la Croix-Rouge, la Fédération nationale de protection civile, la Croix-Blanche, l'Ordre de Malte, et beaucoup d'autres associations, la 2F je ne vais pas les citer toutes. On y retrouve aussi les professionnels de la sécurité civile, la FFMI, donc on y retrouve également des partenaires plus généralistes comme le Secours catholique et d'autres partenaires. Et donc tous ceux qui concourent en quelque sorte à la protection des populations se retrouvent dans cette enceinte, mais ce n'est que depuis quelques mois, moins d'un an,
que les associations qui en font partie, les grandes associations, les 4 grandes fédérations, ont demandé la mise en place d'une commission permanente du secourisme. Les 4 grandes associations, rejointes très rapidement par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et également par deux autres associations, ont décidé de travailler ensemble en se disant, mais somme toute, le vrai déficit, il est que lorsque nous nous adressons à l'État, nous sommes individuellement à aller voir les pouvoirs publics, et si nous nous prenions en main, et si nous décidions de travailler ensemble pour faire des propositions à l'État. Eh bien, c'est ce qui a été fait, et depuis plusieurs mois, les associations travaillent ensemble pour faire des propositions de contribution d'amélioration à l'État, mais une proposition de contribution coordonnée, c'est-à-dire un moyen d'agir ensemble pour renforcer la sécurité civile. Et je vois là un mouvement qui est en train de se créer, une vraie volonté qu'on n'aurait pas pu connaître il y a un certain nombre d'années. Dans ma vie professionnelle de préfet, j'ai eu beaucoup plus souvent à essayer de trouver des moyens de faire travailler les uns avec les autres ou de ne pas s'ériger les uns contre les autres. On a perdu beaucoup de temps à ça. Et aujourd'hui, tout le monde veut et montre de pouvoir travailler ensemble avec une proposition qui va très prochainement être faite au directeur général de la sécurité civile et au ministre, qui consiste à dire comment tout ce mouvement associatif est prêt à se mobiliser pour travailler mieux. Madame la sénatrice, vous avez également parlé des collectivités territoriales, mais il y a peut-être un déficit par rapport aux collectivités territoriales, parce que je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi ces réserves communales de sécurité civile ne fonctionnaient pas. Peut-être parce qu'il manque un intermédiaire entre la population et les élus en matière de sécurité civile. D'abord parce que les élus eux-mêmes ne sont pas formés à la sécurité civile. On ne leur a pas donné les moyens de savoir exactement ce que c'était. On ne leur a pas dit, même les plans communaux de sauvegarde ne sont pas faits partout où il y a des grands risques majeurs. Donc il faut commencer par ça, mais il faut aussi faire une pédagogie. Et peut-être que ce mouvement, cet élan, qui rassemble aussi bien les pompiers et les associations dans une volonté de travailler ensemble, pourrait jeter les bases d'une sorte de médiation qui pourrait intervenir pour d'abord informer mieux les élus, au-delà même du fait que ces pompiers, pour eux les pompiers, c'est ce qui intervient quand il y a des difficultés, et puis ce que ça coûte, parce que ça coûte cher d'entretenir un dispositif de secours qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc il faut aussi se rendre compte que c'est là, comme l'hôpital, comme la police, des structures qui sont permanentes. Et donc il faut qu'on puisse, ensemble, dans ce mouvement de cohérence entre les uns et les autres, mettre en place des médiations, département par département, zone par zone, commune par commune pour les grandes communes, et peut-être entre les pompiers et les associations, travailler à élaborer des protocoles pour aider les collectivités locales à mobiliser la population sur des actions qui concernent plus particulièrement les communes ou les départements, là où les dangers se posent, pour faire cet apprentissage et faire en sorte que la population se sente concernée par sa propre sécurité, parce que c'est vrai que c'est sa sécurité, c'est sa liberté, mais c'est aussi la défense et la protection de ses enfants, de sa famille, de ses voisins, et finalement, somme toute, c'est un peu la chaîne. Vous aviez parlé d'une chaîne, Madame la sénatrice, tout à l'heure. C'est parfaitement juste. C'est la chaîne de ceux qui transportaient les seaux de personne à personne pour éteindre les incendies dans la ville. Parce que pourquoi est-ce que quand on a construit les villes, on s'est rendu compte que les hommes étaient plus forts quand ils se mettaient ensemble à faire quelque chose. Et donc cette chaîne-là, que vous avez très justement signalée, elle doit effectivement être renforcée par l'adhésion des uns avec les autres. Et je remercie le président Éric Faure de l'apport qu'il met à vouloir faire en sorte que les associations et les pompiers professionnels, c'est-à-dire que les pouvoirs publics et les associations qui sont engagées à vouloir faire quelque chose, puissent renforcer et se mettre en synergie pour être encore plus fortes ensemble et entraîner avec elles la population. Merci Madame le Préfet. La transition est toute trouvée sur la question de l'animation des territoires et l'enjeu pour les élus locaux justement de se saisir de ces questions-là. Je me retourne évidemment vers Monsieur le député Xavier Bertrand. Merci pour votre participation et votre présence. Nous souhaitions vous faire témoigner sur cette question du rôle des élus au niveau territorial et de l'animation des territoires, avec une expérience qui est toute singulière que vous avez menée et lancée sur le territoire de Saint-Quentin et de l'Aisne, qui est le vôtre.
Merci, je suis désolé tout d'abord d'être arrivé en retard. Je ne pouvais vraiment pas me libérer plus tôt, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette partie de votre manifestation. Quel rôle peuvent jouer les élus? Je vais vous livrer un exemple vivant, forcément vivant. On est en juin dernier, une école élémentaire à Saint-Quentin, l'école de Lyon. Une petite fille, 7 ans, fait un malaise et tombe dans la cour de l'école. Une dame de service intervient aussitôt, lui prodigue les gestes de premier secours, fait le nécessaire, prévient les secours. Cette petite fille, aujourd'hui, est bel et bien vivante. Elle a été sauvée, chacun le reconnaît, grâce à l'intervention de cette dame. Quel lien avec ce sur quoi vous m'interrogez? C'est tout simplement que cette dame de service n'était pas formée. Pendant bien longtemps, comme l'ensemble des dames de service, excusez-moi de les appeler dames de service, mais fameuses ATSEM, au geste de premier secours. Quand est-ce qu'elle l'a été? Après la première édition du village de la prévention dont je vais vous parler. Parce que c'est une préoccupation permanente pour moi, pour mes services, que de jouer la carte de la prévention et de rendre chacun acteur de sa prévention. Vous allez me dire, c'est pas un citoyen, c'est un personnel municipal. Mais elle a fait partie des 4000 Saint-Quentinois qui, lors de la première édition du village de la prévention, ont été formés au geste de premier secours. 4000, à l'époque en une semaine. Et l'histoire de cette petite fille, excusez-moi de le dire, donne une approche très concrète et très précise, mieux qu'un discours. C'est vrai que cette petite fille a été sauvée grâce à cette démarche prévention dans l'ensemble de la ville. Et ça donne, rien qu'avec cet exemple-là, la mesure de ce que nous pouvons faire. Alors je vais plus loin, parce que cette dame de service est intervenue dans le cadre de l'école, mais elle aurait été aussi à même d'intervenir dans un cadre privé, familial, quand quelqu'un fait un malaise. Je ne vais pas poser la question que je pose bien souvent dans d'autres enceintes, qui ici sait prodiguer les gestes de premier secours, parce que je pense que j'aurai un taux de réponse bien supérieur à la moyenne nationale. Mais je voudrais m'extraire de l'exemple d'Inès. 60 000 personnes en France, chaque année, meurent par accident. 60 000. C'est-à-dire la population totale de Saint-Quentin est rayée de la carte de France chaque année. Une ville comme Saint-Quentin est complètement rayée de la carte. Mais seulement vous savez toutes et tous que nous pouvons bien évidemment éviter cette hécatombe. Éviter cette hécatombe, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire donc qu'il y a des actions menées par les pouvoirs publics au niveau national, il y a des professionnels qui agissent depuis des années, que ce soit des professionnels de la sécurité civile, il y a aussi des associations, mais il y a tout un champ que les élus peuvent totalement investir. Et donc nous avons décidé, voilà 2 ans, d'organiser un village de la prévention, c'est-à-dire que nous rassemblons en un seul et même endroit un village qui recouvre différents risques. C'est bien évidemment le risque des accidents domestiques, la fameuse maison géante, qui donne l'impression d'être un gadget, mais où, bien évidemment, quelqu'un de ma taille, 1m70, se retrouve confronté au monde des adultes pour un enfant. Vous le savez, ça peut vous sembler anecdotique, mais une table à repasser, avec le fer qui est sur la table et le fil qui pend, mon Dieu que c'est tentant. Non pas pour apprendre à jouer au lasso, mais tout simplement pour s'y raccrocher avec l'accident du fer. Que ce soit bien évidemment une casserole dont le manche dépasse. Tout ceci, vous le savez, ce sont des drames chaque année. Et en jouant la carte de la prévention, je me rends compte à Saint-Quentin, eh bien, on a moins d'accidents de ce type. Les détecteurs de fumée, avant même que ce soit obligatoire, en jouant cette carte de la prévention, on a eu un taux d'équipement, et dernièrement encore, avant l'application de la loi, une famille qui a été totalement sauvée parce que c'est le détecteur de fumée qui a fonctionné, parce qu'on avait aussi cette culture de la prévention. C'est la même chose pour les catastrophes naturelles. C'est la même chose avec les plans prévention, les guides communaux que nous avons mis en place. On l'a fait depuis bien longtemps. C'est la même chose sur les accidents de la route et ferroviaire, de montrer à des jeunes que les graviers, à côté d'un train, les jeter, ça devient une véritable arme. Que de toute façon, ça ne sert à rien de s'amuser à jouer sur une voie ferrée, parce que l'essieu en fer, sur les rails en fer, ça freine beaucoup, beaucoup moins bien que des pneumatiques sur de l'asphalte. Là aussi, on a une démonstration grandeur nature. Et de montrer aussi, avec un stand de prévention, qu'en VTT, eh bien, il y a un usage prudent qui peut être ludique, mais qui permet tout simplement de ne pas se mettre en danger ou de mettre en danger la vie d'autrui. Et nous allons ainsi jusqu'aux risques liés aux addictions, d'expliquer aux jeunes, et notamment aux jeunes permis,
que le fait d'être attentif en termes de temps de réaction, ajouter la durée de freinage, eh bien c'est ce qui fait que soit vous avez évité un accident, soit vous êtes hélas confronté au drame. Et je n'oublie pas non plus les dangers d'Internet. Tout ceci, nous l'avons fait à Saint-Quentin. Saint-Quentin n'a pas le monopole. Mais cette idée du village de la prévention que nous renouvelons cette année, et dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas pu se coordonner, je vous aurais invité avec grand plaisir au village de la prévention qui se tient à Saint-Quentin. Saint-Quentin est une ville de 58 000 habitants. Nous avons fait lors de la première édition 11 000 visiteurs et 4 000 personnes ont été formées aux gestes de premier secours. Je ne veux pas rentrer dans le livre des records, mais c'est tout simplement de montrer que ce que nous avons fait, d'autres peuvent le faire. Et au moment où je vous parle, le village a commencé samedi dernier. Nous avons 6 500 visiteurs depuis samedi dernier et on battra certainement les records. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans un quelconque classement ou être sur un podium, c'est tout simplement pour montrer que cette action de masse, avec une dimension quantitative, former et informer le maximum de personnes, et une dimension qualitative, c'est-à-dire vraiment leur montrer ce qu'est la responsabilisation, ce qu'est l'implication, ce qu'est l'idée du citoyen premier acteur de sa sécurité, ça peut bien évidemment fonctionner. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que cela, parce que cette culture de la prévention, j'ai aussi voulu qu'on puisse l'étendre en mettant en place un guide d'astreinte avec un dispositif cellule de crise qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain, dans des exercices à blanc, mais aussi lors de drames dus à une explosion de gaz. Est-ce qu'on a su mieux réagir? Oui. Est-ce qu'on saura demain prévenir? Je l'espère, notamment suite aux accidents de gaz, on a essayé de revoir tout le process qui était mis en œuvre auparavant et nous sommes en train de signer une convention avec GRDF pour justement essayer d'éviter à l'avenir le terrorisme. C'est toujours la même culture de la prévention, mais en faisant en sorte que ce ne soit pas seulement les pouvoirs publics qui soient dépositaires du savoir, mais d'essayer de transmettre ça aussi aux citoyens. De la même façon, on a installé depuis des années, on n'en a pas le monopole, des défibrillateurs dans l'ensemble des espaces publics, 57 000 habitants, je n'ai pas perdu 3 000 en quelques instants, mais nous avons près de 60 défibrillateurs. Les actions en matière de prévention de la sécurité routière, vous voyez, cette culture de la prévention, on essaye de l'avoir tous azimuts. Et j'étais tenté de vous dire, c'est facile, oui, mais c'est vraiment possible pour les collectivités, quelle que soit leur taille. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'intervenir devant vous. On a un partenariat avec l'ensemble des acteurs. Le village de la prévention, c'est au final sur la semaine 250 personnes. 250 personnes qui animent ce village et qui nous permettent, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit les pompiers, que ce soit les gendarmes, la police nationale, municipale, nombre d'acteurs associatifs, d'essayer d'avoir aussi des exercices très vivants. Les jeunes, bien sûr, mais aussi les toujours jeunes, les seniors. On a tout un atelier sur les risques liés au vieillissement, en essayant avec des dispositifs, que ce soit des dispositifs visuels, que ce soit sur les membres, de montrer à quoi sont confrontés les anciens. Et là aussi, beaucoup de personnes essayant de dire, un jeune hier me dit, j'aimerais pas vieillir. Je dis, vous savez, vieillir est aussi une chance. Mais ça vous permet peut-être de mieux comprendre ce que vivent vos grands-parents et d'être vous-même acteur de leur prévention à eux. Tous ces sujets-là, vous voyez, on a essayé de marier en même temps l'espace pédagogique, la vocation pédagogique et la vocation ludique. Les deux en même temps nous permettent de rencontrer véritablement le public. On a des exercices d'extinction d'un incendie par de jeunes sapeurs-pompiers. On a aussi des jeunes qui se prêtent à l'exercice en devenant eux-mêmes d'une certaine façon jeunes sapeurs-pompiers. On a des exercices de secours routier, le sauvetage d'un élagueur, pour montrer comment on peut faire avant même que les secours puissent intervenir. On a même également les équipes de sécurité civile pour le déminage. On a l'action des pompiers, le tonneau avec une voiture. C'est pas un manège. Tout simplement de montrer que la façon, quand on s'installe, d'avoir le réflexe de la ceinture, d'accord, non. L'obsession de bien ajuster sa ceinture et de faire en sorte, je peux vous le dire, parce que cette piqûre de rappel m'a été nécessaire samedi dernier, mais que vous ajustiez bien votre ceinture fait qu'il n'y aura absolument pas de mou entre vous et la ceinture, vous permet d'éviter aussi, en certaines occasions, quand le drame de l'accident s'est produit, de ne pas avoir les conséquences les plus fâcheuses. Tout ceci, beaucoup d'entre vous le savent. Mais tout ceci, beaucoup d'élus ne savent pas qu'ils peuvent jouer un rôle décisif en permettant à chacun de ne pas tout attendre des pouvoirs publics, mais de pouvoir être soi-même acteur de sa prévention et de sa sécurité. Le village marche bien, très bien. Nous avons donc vocation à pouvoir l'offrir, à le permettre dans différentes villes de France. Certaines villes nous ont fait déjà connaître leur intérêt. Nous avons développé l'idée de ce concept, ce sera présenté cette année au Québec. Et d'autre part, nous sommes sur l'idée d'une cité en dur, une véritable cité de la prévention, avec une logique immersive, toujours le côté pédagogique et ludique,
pour pouvoir accueillir non pas quelques dizaines de milliers de personnes, mais de pouvoir accueillir quelques centaines de milliers de personnes à destination des professionnels comme du grand public. Voilà. Tout ce que je vous ai dit, je ne sais pas si c'était concret ou vivant, mais si vous voulez plus concret et plus vivant, vous venez à Saint-Quentin, c'est jusqu'à dimanche prochain et vous serez les bienvenus. Contrairement à ce matin où l'agenda nous contraignait particulièrement et vous a obligé à un certain mutisme, on va pouvoir donner largement la parole à la salle, à moins que certains invités participants souhaitent réagir éventuellement. Non? Alors, laissons la parole à la salle, le micro va circuler. Monsieur à la gauche. Voilà. Donc vous vous présentez distinctement. Oui, vous pouvez vous lever. Bonjour, je suis Madame Simoneau-Violette, je suis responsable départementale Finistère 29. Je suis aussi présidente de ma propre association de signaleurs radio pour toute manifestation culturelle et sportive. Et là, je suis en train de me battre pour le PCS, justement, le plan de sauvegarde communal. Et notre maire refuse complètement. Alors que nous, dans le Finistère, l'année dernière, on a quand même eu énormément de tempêtes dévastatrices, 3 tremblements de terre. Et ils ne veulent rien entendre. Donc voilà. Je trouve ça pas normal, quoi. Je vais répondre, mais très succinctement. Je pense que chacun d'entre nous, à cette tribune, peut vous répondre. J'ai envie de vous dire, je vais pas me faire l'avocat du maire. Je me mets à la place des élus locaux. Et je n'ai de cesse de répéter au ministère, et je pense avoir été entendue, c'est qu'il faut simplifier la procédure de mise en œuvre de ces plans communaux de sauvegarde. C'est un memento, il est bien, mais il est quand même fastidieux pour les maires, comme disait Madame le Préfet, qui ne sont pas investis dans la culture, de la sécurité civile. Ça peut tout d'un coup être quelque chose de lourd. Alors effectivement, là où ça s'est fait avec les associations, avec les sapeurs-pompiers volontaires. Lorsqu'une commune a un CPI, c'est encore mieux, puisque les sapeurs-pompiers sont les citoyens du village, etc. Donc il faut une impulsion, pas uniquement du maire, il doit être accompagné. C'est vrai que vous le demandez à l'élu local, puisque c'est lui qui est visé par le texte de 2004, mais pour autant, tout ceci peut se faire en synergie avec tous les acteurs de la commune où vous habitez, dont vous-même, qui pouvez vous associer à cette démarche-là. Peut-être est-ce simplement de la crainte. Souvent, les élus me disent également, oui, mais combien ça va nous coûter? Il y a certainement un petit coût financier, mais ô combien marginal par rapport aux enjeux. Tout à fait. Mais souvent, c'est une méconnaissance où on considère que c'est trop fastidieux à mettre en œuvre, mais il faut se mettre à plusieurs autour d'une table, et c'est là que les choses avancent. Alors, il y a des communes, effectivement, qui ont obligatoirement dû le mettre en place à la demande du préfet à partir du moment où il y a eu des sinistres, etc. Mais pourquoi, justement, madame, ne pas aller dans une commune voisine où ce plan a été mis en place? Il y a des choses qui se transposent très facilement. Essayez aussi, entre élus locaux, de travailler les uns avec les autres et bénéficier de l'expérience des uns et des autres. Ouais, je suis le président de Bretagne Sécurité à Lorient. Je suis également responsable départemental du Morbihan en tant qu'opérateur radio au sein de la FCBL. Depuis 2013, on a déposé une demande de plan communal de sauvegarde au maire de Lorient. Ça n'a pas abouti. La demande est repartie au ministère où monsieur le Premier ministre l'a envoyé au ministère de l'Intérieur à Bernard Cazeneuve le 26 mars. Et c'est parti au préfet du Morbihan. Et pourtant, il y a un PCI à Lorient. J'ai peur que les personnes à l'estrade ne puissent pas nécessairement vous apporter de réponses concrètes à ce sujet, et je vous invite à vous reporter vers les services compétents. Il peut y avoir une réflexion générale. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est il faut une synergie entre les différents acteurs pour avancer. N'attendez pas tout de votre maire. Apportez-lui des réponses et des partenaires qui ont envie d'y aller et qui ont envie de mettre en œuvre. Et prenez des exemples qui existent déjà. Plutôt que d'y aller de façon revendicative, allez-y plutôt avec un programme ou des propositions, etc. Question suivante. Bonjour, Décilleul de l'Union nationale de protection civile.
Moi, je m'adresse aux législateurs afin de faciliter la vie aux associations et aux bénévoles des associations de sécurité civile. Pourriez-vous, par exemple, permettre aux associations de garer leurs véhicules en disposant, non pas forcément de la gratuité du parking, mais au moins des avantages que les artisans peuvent avoir, les professionnels, sur le stationnement résidentiel. Ça nous éviterait d'avoir des PV ou d'occuper des places d'urgence. Pourriez-vous, par exemple, permettre aux associations de sécurité civile d'utiliser un élément du Code du travail qui est le CDD d'usage, qui actuellement est réservé aux manifestations sportives, aux sociétés et aux activités d'abattage, et oui, pour la viande, ou alors aux événementiels. Parce que dans les associations, nous faisons l'événementiel. Pourquoi ne pas utiliser une facilité du Code du travail? Pour les bénévoles, et ça s'est vu au niveau en janvier, il y a eu énormément de problèmes afin que les bénévoles secouristes puissent se libérer sur Paris. Parce que leurs employeurs ne voulaient pas, ne pouvaient pas. D'autant plus qu'ils risquaient de perdre du salaire. Parce que je vous rappelle qu'un bénévole ne touche aucune indemnité. Pourriez-vous permettre aux entreprises qui libèrent leur personnel pour secourir de déduire de leurs impôts la totalité du salaire chargé? Nous aurions des bénévoles. Ça fait beaucoup de questions à la suite. Si je comprends bien et si je me permets de résumer votre pensée, si vous me le permettez, c'est globalement en quoi le législateur peut éventuellement vous faciliter la tâche au quotidien. Alors évidemment, je me retourne vers cette législature éventuelle, mais... Non, je n'ai pas dit que je voulais répondre, mais s'il faut, je peux répondre. Monsieur, je vais être très franc avec vous. Il y a la question du bénévolat au sens large, mais ça n'est pas le fait de pouvoir stationner qui nous changera foncièrement la donne, surtout que ça n'est pas du ressort du législateur. C'est chacune des communes qui établit ces règles ou pas, et les artisans n'ont pas de facilité, ils ont un tarif résidentiel, mais ce n'est pas le tarif résidentiel qui vous intéresse, c'est la gratuité. Moi, quand j'ai des opérations ou des interventions, il est évident que c'est dans un cadre comme ça, il n'y a pas de verbalisation. Déjà, les policiers municipaux, ils ont autre chose à faire. Après, excusez-moi, si vous avez des abrutis qui s'amusent à pruner ceux qui interviennent dans un cas comme ça, aucune loi ne changera quoi que ce soit à un élu abruti. Non, mais je vous parle très franchement. Je vous parle que ça pose un cadre, que chacun respecte ou pas, mais ce n'est pas le sujet fondamental. Maintenant, pour le reste, c'est comment voulez-vous pouvoir parler d'un contrat, un peu comme les contrats de chantier, pour des bénévoles? C'est là que je n'ai pas compris le sens de votre question. C'est ce qui valait nos bavardages à l'un et à l'autre. Non, parce que sur la question du contrat chantier, contrat d'usage, sur le bénévolat, je ne vois pas. Après, il y a un dernier point sur lequel vous avez insisté. On a un sujet que l'on entend dans l'ensemble des associations, sécurité civile ou l'autre, sur la crise du bénévolat. C'est vrai. Et en définitive, ce que vous demandez, c'est davantage une forme de reconnaissance des pouvoirs publics. Maintenant, pour l'entreprise, soit elle est inscrite dans ce mouvement-là, soit elle a une compréhension, une sensibilisation à ces sujets, parce que ça l'intéresse également, la prévention. Mais si on pense aussi que c'est un cadre légal ou un cadre fiscal avec un État quel qu'il soit, qui demain aura de moins en moins d'argent public à sortir, je ne crois pas que ce soit le sujet numéro un. Parce qu'encore une fois, avoir une déduction de la partie du salaire chargé en année N+1, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gouvernement. Ceux qui vous le promettront, regardez-les bien, c'est Pinocchio. C'est Pinocchio. Parce que ce sont des menteurs. Mais le vrai sujet, c'est que je pense que la culture de la prévention, la sensibilisation, doit aussi trouver sa place en milieu professionnel. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est ce à quoi je m'efforce également de réfléchir et même d'agir avec ma fameuse action de prévention et de sensibilisation. Et là, ils s'aperçoivent que c'est aussi leur intérêt, qu'il y a une démarche sociétale, mais il y a aussi une démarche pour leur société, leur entreprise à eux. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je ne peux pas toucher tout le monde, mais je me dis, vous savez qu'une loi, ce n'est pas pour autant qu'elle touchera tout le monde, même si elle a une portée générale. Donc, crise du bénévolat, oui. Action en termes de sensibilisation sur la sécurité civile, 10 fois oui, mais l'incitation fiscale ou la facilité pour les places de stationnement, ce n'est pas du ressort du législateur, mais ce que vous nous dites, c'est quoi? Considérez-nous et adressez un message pour qu'on ne soit pas des acteurs à part, comme ça, sur le côté, mais qu'on soit des acteurs à part entière. C'est bien ça? D'accord. Bonjour, Denis Sabot, je suis élu local. Je suis également pompier volontaire depuis une vingtaine d'années, donc je connais un petit peu les deux problématiques pour le coup.
Pour ma part, je pense, j'ai entendu des mots tout à l'heure comme nécessité de formation, comme manque de moyens. Pour avoir mis en place des choses sur ma commune, je pense qu'il faut peut-être voir les choses un peu différemment. La grosse problématique, effectivement, on vient de l'évoquer peut-être avec les associations, c'est la valorisation des citoyens qui s'engagent. Parce qu'en termes de moyens, effectivement, ça ne demande pas grand-chose. En termes de formation, on peut s'appuyer sur les associations locales et sur les sapeurs-pompiers. Donc je pense que la problématique n'est pas là. En revanche, une fois qu'on a réussi à mobiliser l'ensemble des citoyens ou une grande partie de sa commune, il faut réussir à entretenir ce lien entre les élus et la population. Et pour entretenir ce lien, nous, élus locaux, c'est assez facile, il suffit d'organiser effectivement un petit repas, de les rassembler, voilà, et ça marche bien. En revanche, pour le pérenniser dans le temps, je pense qu'au niveau étatique ou au niveau institutionnel, il y a peut-être des choses à faire. Alors ma question est de savoir si vous avez réfléchi à cette problématique de valorisation du citoyen pour maintenir ce lien social au niveau communal, en dehors effectivement des associations de sapeurs-pompiers ou des sapeurs-pompiers volontaires. Merci. On s'est essentiellement, j'avoue, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question, on s'est essentiellement focalisé ces dernières années pour valoriser l'engagement volontaire, notamment dans les formations de sapeurs-pompiers, tout particulièrement pour les jeunes sapeurs-pompiers. On est encore très offensif là-dessus, pour que les décrets puissent être appliqués très rapidement, valorisés dans le cadre scolaire, etc. Valoriser le volontariat, je crois qu'on a mis énormément de moyens, le gouvernement a mis énormément de moyens pour valoriser justement ces démarches citoyennes. Vous vous demandez aujourd'hui à ce que ce soit une valorisation également prise en compte du simple citoyen qui ne s'engage pas forcément dans une formation de sécurité civile. Puisqu'on parle des réserves communales de sauvegarde, on parle des réserves communales qui ne font pas partie effectivement de l'ensemble de ces réserves de citoyens qui effectivement sont le maillon peut-être manquant entre la crise locale. Ils ont la connaissance du milieu, ils peuvent nous aider, ce sont des bras effectivement, ce ne sont pas des experts. Des experts on a 240 000 experts au travers de nos sapeurs-pompiers volontaires et de nos sapeurs-pompiers professionnels et autres associatifs. Je pense qu'il faut aussi les experts, les élites, on les connaît, ils sont formés, ils sont identifiés, ils sont valorisés, c'est très bien. En revanche, si on a besoin de bras, si on a besoin de relais locaux, eh bien, ces citoyens, ils ont aussi besoin d'être valorisés. D'une manière ou d'une autre, peu importe, mais est-ce qu'on a réfléchi à cela ? Je ne connais pas la réponse, c'est pour ça que je vous pose la question d'ailleurs. Est-ce que quelque chose a été pensé pour ces citoyens qui sont un relais important, un maillage du territoire et un lien social important pour notre société ? Merci. Permettez-moi d'intervenir non pas en tant que législateur, mais en tant qu'élu local. Oui. Dans la suite logique de ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est quelque chose que je m'efforce de faire. Que ce soit pour ceux qui s'engagent à titre bénévole, régulièrement, au moins une fois dans l'année, on a un événement où on les met, pas à l'honneur, on les met en avant. Et d'essayer à partir de témoignages de montrer que ce qu'ils font, d'autres peuvent le faire. Et ensuite, quand certains ont des comportements méritants, exemplaires, là aussi je les mets à l'honneur. Parce que j'aurais dû vous montrer le visuel, mais vous pouvez aller sur le site de la ville de Saint-Quentin, vous le verrez. La fois dernière, quand on expliquait à des enfants, quelqu'un qui sauve une vie, par exemple, qui réveille ses parents qui dormaient parce qu'il y a un incendie, qui l'a senti, c'est qui pour vous ? Et un jeune avait dit « Oh, c'est un super-héros celui-là !» Et en définitive, on montre que chacun peut devenir un héros ou un super-héros si tant est qu'on sache non pas comment devenir, mais bien souvent d'avoir des gestes simples. Et il nous est arrivé, chaque fois qu'il y a eu des faits comme cela, de mettre en avant. Et derrière, on a pu voir qu'un certain nombre d'associations locales, mises en avant, bénéficiaient derrière d'un regain d'intérêt ou de davantage d'intérêt. Donc encore une fois, ce que je fais dans ma ville, je n'ai pas vocation à éclairer tout le monde, c'est pas ça. Il y en a beaucoup d'autres qui le font que vous n'avez pas invité aujourd'hui. Mais je pense que cette idée de mettre à l'honneur ou en avant, choisissez le terme qui vous va bien, je pense que c'est beaucoup plus important et bien mieux d'ailleurs que toute campagne de communication surfaite. Si je puis ajouter, au niveau des sapeurs-pompiers, il existe cette médaille de la reconnaissance. Pourquoi ne pourrions pas imaginer
au niveau élu local, ça ne coûte pas bien cher de faire des petites médailles locales, peut-être sur un territoire d'une intercommunalité ou peut-être même départementale, qui sait, pour justement faire des cérémonies de reconnaissance, comme disait à l'instant Xavier Bertrand, et médiatiser et valoriser ces engagements. Ce qui vient d'être dit est effectivement extrêmement pertinent. Vous l'avez évoqué en disant qu'il y a eu beaucoup de choses de faites pour les sapeurs-pompiers volontaires. Ce qui a été fait pour les sapeurs-pompiers volontaires, et je l'exprime aujourd'hui avec force, c'est avant tout pour leur permettre de remplir la mission de secours pour laquelle ils se sont engagés au profit du citoyen. C'est-à-dire que notamment, le ministre en a parlé, les conventions avec les entreprises, certaines facilités qui sont accordées, voire même je pense aux entreprises, des dispositifs fiscaux très peu utilisés parce que lourds à mettre en œuvre, mais comme le mécénat, qui permet à une entreprise de déduire fiscalement certaines sommes consacrées à travers la mise à disposition d'un pompier volontaire pendant quelques heures de ses impôts. Et puis, quand on parle aux pompiers volontaires, on leur dit voilà, il y a eu plein de choses de faites. La première chose qu'ils nous répondent, généralement, c'est que oui, c'est bien, techniquement, tout va bien. Mais il nous manque quelque chose, c'est la considération. Et ce que vous réclamez, ce qu'évoquent M. Xavier Bertrand et Catherine Troendlé, c'est cette notion de considération. Il y a un sociologue, il est présent dans cette salle, il y a près de 20 ans, il exprimait ce modèle d'engagement bénévole en parlant dans la commune, dans le territoire, en évoquant, cher Stéphane Chevrier, le don et le contre-don. Voilà. Donc, on donne, et à l'époque, il y a un siècle, les sapeurs-pompiers bénévoles étaient complètement mis à l'honneur parce qu'au 14 juillet, effectivement, on leur rendait devant la population, à travers la remise de la médaille, la médaille d'ancienneté ou certaines médailles d'actes de courage et dévouement, ce qu'ils avaient donné, don et contre-don. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette notion de considération est importante. Alors, on est dans une société où, pour justement que cette considération soit très importante, il y a nécessité, bien souvent, d'accomplir des exploits parce que les médias vont s'intéresser uniquement à celui qui va faire l'exploit. Je crois qu'on a matière, on a des outils. Pour moi, il faut arrêter de faire des lois. On fait des lois, on fait des textes, on a du mal à les appliquer. Je me bats, et devant le conseiller du ministre, je le dis, devant le directeur général de la sécurité civile, pour que les acteurs que je défends, les sapeurs-pompiers, bénéficient de la médaille de la sécurité intérieure. On me dit oui, mais si on la donne, je ne dis pas qui m'a dit ça, mais si on la donne aux sapeurs-pompiers, ça va empiéter sur le quota des associations. Mais mince, c'est une médaille qui ne coûte rien. C'est même pas l'État qui va la payer. C'est l'association qui va la payer. Ouvrons largement les quotas. Ouvrons les quotas, je l'ai écrit au ministre d'ailleurs, à la limite, donnons-en autant aux associations qu'aux sapeurs-pompiers. Bon. Et je rappelle à l'époque que cette médaille avait été proposée par une commission, et c'était à l'origine la médaille de la sécurité civile qui avait été proposée en création. Donc je pense qu'il y a matière, en matière de considération, que ce soit au niveau de l'État, je l'ai évoqué avec la médaille de la sécurité intérieure, mais plus basiquement au niveau local, sur cette logique de don et de contre-don, de valoriser l'action du bénévolat, là on est dans le sens le plus large possible, auprès de la population, à travers l'action des élus locaux, mais d'autres actions également. On prend une dernière question. Patrice Lassalle-Bareil, je suis directeur général des congrès salons Préventica. Et monsieur le ministre, madame la sénatrice, madame le préfet, mesdames les présidentes, je voulais juste rebondir sur et poser une question à l'issue sur le fait de l'engagement et du management. En fait, on l'a vu ce matin, notamment dans le cadre de l'Euro 2016 également, et monsieur le ministre de l'Intérieur en a fait état, que en fait la culture du risque, c'était aujourd'hui de s'attendre à l'imprévu,
et que l'initiative en fait de l'ensemble des corps des services de l'État, que ce soit la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, l'ensemble des services divers et variés, je pense à l'ADREAL entre autres, sur la partie environnement, sécurité, environnement, amène à un moment donné à un management. Et en fait, ce management en préfecture, moi qui ai eu la chance à la fois de vivre une carrière privée et d'avoir l'honneur d'une fonction de directeur de cabinet à l'occasion justement de la Coupe du Monde de rugby 2007 à Bordeaux, j'ai pu à la fois voir fonctionner les services de l'État tout en voyant fonctionner les services de grandes entreprises et de départements privés. Et je pense, et là c'est la question que j'interpelle au niveau des élus, malgré toutes les excellentes initiatives, et je rappelle que d'ailleurs au cours du salon Préventica, vous êtes tous les bienvenus pour en faire part, les mettre en avant, et que la tribune Préventica est là pour vous aider à communiquer sur l'ensemble des interventions, eh bien, comment voyez-vous aujourd'hui ces problématiques de management, qui soient au niveau des préfectures, quand on parle de l'armée, quand on parle des sapeurs-pompiers, quand on parle de la sécurité civile, quand on parle des guerres qu'il y a entre la Croix-Rouge et la protection civile, quand on parle, etc., suivant les départements. Donc, j'ai été aussi sapeur-pompier volontaire pendant plus de 10 ans, donc je connais bien tout ça, à l'époque où il y avait la guerre entre les ambulanciers privés et les VSAB. Donc, bon, tous ces éléments-là, c'est qu'en fait, en France et sur les territoires, blague à part, boutade à part, il y a des fonctions et des gens qui sont là pour s'investir, pour le bien de la population. Et c'est vrai que ce qui a été abordé par le président Faure concernant la reconnaissance est un élément favorable et je dirais loin des écoutes des élus et des dirigeants qui sont là aujourd'hui pour mettre la petite médaille qui permet aux gens de continuer à s'investir à titre parfois purement bénévole ou volontaire, suivant le cas. Eh bien, qu'en est-il en fait aujourd'hui au niveau de l'approche du législateur pour arriver à coordonner, à faire fonctionner ces équipes avec des managers qui soient capables de permettre aux différents corps des services de l'État et on va dire associés de pouvoir travailler ensemble dans le même sens au service des populations et je dirais au service des entreprises dans le cadre des besoins actuels que nous avons dans le cadre des différents plans qui sont en place, que ce soit les PPRT, les PPI, les PCS, etc., qui ne peuvent fonctionner en fait qu'avec le travail commun de l'ensemble des acteurs concernés. Qui souhaite rebondir ? Je peux déjà rebondir au plan associatif, puisque bon, la Croix-Rouge est quand même une usine dans laquelle il faut faire marcher de front un grand nombre de salariés et de bénévoles. Donc, 55 000 bénévoles et 18 000 salariés. Et je pense que là, vous posez une question sur le management, en fait. Et je pense que le management, aujourd'hui, ce n'est pas d'aboyer des ordres ou je pense que c'est aujourd'hui de faire partager un objectif, de l'accompagner et de faire en sorte que tout le monde autour de la table partage cet objectif. Et la grande qualité du manager aujourd'hui, c'est celle de, en permanence, aiguillonner et rappeler, on va dire, la genèse de l'action qui tend vers l'objectif. Un objectif, on peut mettre 2-3 ans à l'atteindre. En permanence, revenir sur cet accord de départ et emmener les gens, les faire rêver et les accompagner. Je rebondis aussi sur ce que disait monsieur là-bas, sur le problème d'avoir des citoyens, le citoyen, c'est un bénévole. Le bénévole, c'est un citoyen. Tout à l'heure, on parlait de salarié. Un salarié, c'est un citoyen. C'est-à-dire, on est tous citoyens. Donc, c'est effectivement comment est-ce que nous partageons cette culture, et surtout comment on va accompagner la personne. Et quand on met en place une réserve, quand on met en place un dispositif, il faut toujours avoir quelqu'un qui soit responsable de l'animation de ce réseau. Si vous n'avez pas quelqu'un qui en permanence prend soin de la personne à distance, lui écrit, lui téléphone, la reçoit régulièrement, crée des événements, comme le disait M. Bertrand, ça ne fonctionne pas. Vous créez une réserve, le gars... Alors, on peut parler de ça dans l'espionnage, vous avez les espions dormants. Alors, le gars, pendant 10 ans, il est tout seul, il ne sait pas, et à un moment donné, on va l'activer. Mais ça, c'est du cinéma. À un moment donné, si vous le gars, si vous lâchez un petit peu la distance, eh bien, vous le perdez de vue, et il disparaît sans vous prévenir. Donc aujourd'hui, c'est bien une question de ressources humaines. Il faut toujours mettre en face de tout réseau des responsables très
très actifs et impliqués dans l'action en question. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de propos complémentaires, Juste une suggestion, c'est que, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les préfets qui sont amenés à traiter plusieurs thématiques, on va dire, et très différentes les unes des autres, ont les moyens auprès d'eux d'avoir justement ces managers qui soient capables à un moment donné de se pencher sur les différents éléments de coordination de manière à assurer véritablement à avoir des vrais managers. On a des directeurs de cabinet qui traitent ou des secrétaires généraux de préfecture sur la partie administrative et divers, des directeurs de cabinet qui chapeautent la partie plutôt événementielle, sécurité civile, sécurité publique, etc., etc. Et est-ce que justement la proposition que je vais vous faire, c'est de ne pas réfléchir sur ce que avoir véritablement un manager de l'ensemble de ces services et que vraiment l'État crée des managers de la sécurité civile qui intègrent des expériences de sécurité publique, de police, de gendarmerie, de pompiers, etc., etc. Je peux répondre juste un mot. La protection civile est très contente de ses préfets. Voilà. Et je dirais même plus manager de risque, métier d'avenir. Merci beaucoup. Merci aux participants que l'on peut applaudir. Et j'invite les participants à la dernière table ronde de ces premières. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com.